c'est une prise de tête d'un autre monde. D'un autre monde. Menabet ad magistri, vocem quisque sui finit citatus. Attends, c'est quoi le Space Mountain? Bonjour ou bonsoir, en tout cas bienvenue dans le Space Mountain, pour cet épisode qui sera consacré à la plus saillante moustache de la philologie, Friedrich Nietzsche, et le paragraphe 29 de son Gai Savoir, Supplément de mensonges. Un bien beau titre pour une bien bonne idée, que nous allons découvrir tout de suite. Premier extrait. Lorsqu'on commença en France à combattre les trois unités d'Aristote, et par conséquent aussi à les défendre, il fut de nouveau possible de voir ce que l'on peut voir si souvent, mais que l'on ne voit qu'avec déplaisir. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, Nietzsche parle ici des trois unités d'Aristote, qu'il va utiliser comme exemple introductif dans sa démonstration. Mais que sont ces trois unités d'Aristote, me direz-vous? Eh bien si vous n'avez pas lu la poétique, ne vous inquiétez pas, en vérité vous en avez certainement entendu parler quelque part. Il s'agit de trois règles au théâtre qui fixent le cadre d'une pièce. L'unité de temps, l'unité de lieu, l'unité d'action. Et ces trois unités sont globalement respectées, par convention, dans le théâtre antique comme dans le théâtre moderne. Les événements ne durent pas plus de quelques heures, ils se déroulent dans un minimum de lieux différents, et la trame principale est clairement identifiée parmi toutes les actions secondaires. On s'éloigne rarement de ces trois unités, ou quand on le fait, c'est soit pour jouer avec les règles, soit parce qu'on ne sait pas du tout comment écrire une pièce de théâtre, mais bon, vous en conviendrez, c'est un autre problème. Alors, c'est pas le tout, mais on parlait de Freddy et nous voilà sur Aristote. Pourquoi faire? Eh ben tout simplement parce qu'il arrive toujours un temps où les codes sont remis en question. C'est pour ça que Nietzsche décide de citer cet exemple. Les trois unités étaient employées pour chaque pièce avec rigueur depuis des siècles. Et tout à coup, on trouve des gens pour attaquer cette norme, qui jusque-là faisait autorité, sans qu'on se pose plus de questions que ça. Mais surtout, je reprends l'extrait, lorsqu'on commença en France à combattre les trois unités d'Aristote et par conséquent aussi à les défendre. À les défendre, c'est ça qui est important, parce que c'est là que Nietzsche veut en venir. Il ne veut pas parler des attaques aux anciennes règles, dans ce paragraphe, mais de leur défense. On a tous expérimenté cela un jour. Quand une loi ou une tradition paraît injuste, certains dressent le poing pour la dénoncer. Aussitôt, une myriade de gens, qui se foutaient de cette loi il y a quelques minutes, prennent fait et cause pour sa défense. Et ce, comme si leur vie en dépendait. Alors que bon, même si c'est parfois le cas, la plupart du temps, ils ne sont pas impactés. C'est de cela dont il va être question. Pas de la remise en cause, mais de la justification. Pas du mouvement, mais de l'inertie. Et il l'explique juste après. Il fut possible de voir ce que l'on peut voir si souvent, mais que l'on ne voit qu'avec déplaisir. On inventa des raisons pour lesquelles pareille loi devait subsister, simplement pour ne pas reconnaître que l'on s'y était habitué, et que l'on ne voulait plus les changer. Et là, c'est puissant. C'est pour ça que je parlais d'inertie. Nietzsche le dit fort bien, on inventa des raisons. Peu importe si ces règles étaient justifiées ou non, le fait est qu'elles doivent subsister. La fin justifie les moyens pour ne pas reconnaître que l'on s'y était habitué. Et c'est quelque chose qui se remarque bien plus facilement chez les autres que chez soi-même. Là, il parle d'un exemple particulier, donc les règles de théâtre, mais c'est pareil à des niveaux bien plus triviaux. Nous sommes tous sans cesse traversés par des manies, des habitudes, voire des coutumes qui nous nuisent, ou nuisent aux gens qui vivent avec nous, et nous ne les changeons pas parce que... trop chiant. Et lorsque ce n'est pas si compliqué à changer, on peut toujours inventer des raisons pour justifier l'existence de cette routine. Car comme le disait un président, le changement c'est flippant. Il est bien plus réconfortant de se lever dans une mauvaise habitude que de se dresser contre un comportement décennal qui nous fera entrer dans l'inconnu. Et si cela marche à l'échelle d'un couple ou d'une fratrie, ce n'est pas mieux à grande échelle, comme Freddy nous le dit, juste ici. Et c'est de même façon que l'on agit à l'intérieur de toute morale et de toute religion régnante, et cela depuis toujours. Les raisons et les intentions qui seraient derrière une habitude ne lui sont attribuées que par un mensonge rétroactif. À partir du jour où quelques-uns commencent à contester une habitude et en demandent les intentions et les raisons. Vous connaissez peut-être les inimitiés nietzschéennes pour la morale et la religion, en voici un autre exemple. Il rappelle ici qu'à partir du moment où une institution est régnante, elle applique son cadre à tous les individus englobés. Et les institutions l'ont toujours fait. Malgré cela, l'humain a la fâcheuse tendance à vouloir s'extraire des cadres qu'on lui borne, du coup il y a fréquemment remise en cause du statu quo.
Tout comme votre conjoint peut mettre le doigt sur votre mauvaise manie qui vous fait pourtant tant de bien, à vous. Des milliers de personnes peuvent sans crier gare se lever contre une tradition qu'ils jugent révoltante. Et face à eux se trouveront toujours ceux que Howard Baker nomme les entrepreneurs de morale, et ce que les autres nommeront tout simplement les vieux, quoi. Et de quoi disposent les vieux pour asseoir leur autorité? Et bien sûr l'idée importante ici, le mensonge rétroactif. Friedrich dit rien de moins que la postérité d'un mensonge alimente le mensonge lui-même. Et que lorsque certains se mettent en tête de questionner une habitude, une tradition, ou un rituel, on leur oppose non pas une raison et une intention rationnelle, dialectique, mais une justification causa sui. Cause d'elle-même, je mets du latin juste pour avoir l'air intelligent. Donc, une justification causa sui qui devient un argument, avoué ou pas, pour ceux qui, je cite, s'y sont habitués et ne veulent plus les changer. S'y sont habitués et ne veulent plus les changer. Que cela soit parce qu'ils les trouvent justifiées, qu'ils ont fini par estimer qu'elles étaient justifiées, ou parce qu'ils ont peur de ce que leur remise en cause provoquerait. En vérité, une bonne partie de notre morale, et du même coup de nos actions considérées comme morales, est dictée par des perpétuations. Et ceux qui luttent pour les conserver, luttent le plus souvent non pour la morale, mais pour le maintien de cette morale. Sinon tout part en steak, hein. Fût-ce une invention rétroactive, injustifiée, c'est comme ça qu'on a toujours fait, et du coup il doit bien y avoir une raison pour laquelle on a toujours fait ça, quand même la raison d'avoir fait ça est en fait, la raison de l'avoir fait. Bon, je sens que là c'est moi qui pars en steak, hein, donc revenons à nos boulons et à sa conclusion. C'est en quoi consiste la grande improbité des conservateurs de tous les temps. Ils se chargent des suppléments de mensonges. Ah ah! Alors, les suppléments de mensonges, avant d'être un album de Tiefen, est une expression que Nietzsche utilise dans cette traduction, de Pierre Klossowski, et que j'utilise ici alors que les autres, la traduction de Henri Albert par exemple, ne l'emploie pas. Hein. Mais supplément de mensonges, c'est quand même très classe, donc je la garde. Bref, traduction. C'est en quoi consiste la grande improbité des conservateurs de tous les temps. Alors, qu'est-ce que c'est que cette grande improbité? C'est une malhonnêteté des conservateurs de morale. Alors qu'ils savent, ou devraient savoir, qu'il s'agit d'une tromperie. Ils défendent non la cause, mais la perpétuation de la cause. Et grâce à quoi? Au supplément de mensonges. Et pourquoi supplément de mensonges? Tout simplement parce que Nietzsche considère que les morales et les religions qu'il voit autour de lui sont basées sur des mensonges, voire sont des mensonges. Alors, bon, bien sûr, moi, en bon théologue autoproclamé objectif que je suis, hein, je me fous complètement de savoir si ce que Frédéric appelle des mensonges en sont ou pas, s'ils sont véridiques ou pas. Ce qui est important, c'est la tradition à laquelle nous nous attachons, pas la créance ou sa véracité. Malgré tout, lorsque ces mensonges influent sur la vie de tous les jours, Nietzsche, il est pas d'accord, et il dénonce leur double tort. Double car supplément. Et pourquoi supplément? Parce qu'il voit comme un ajout au mensonge primordial, celui d'en faire une vérité par la force du temps, comme si le poids de l'habitude rendait justifié un mensonge irraisonné. C'est ce qu'il exprimait, et qu'on a cité juste avant, hein, lorsqu'il disait qu'on ment à partir du jour où quelques-uns commencent à contester une habitude et en demandent les intentions et les raisons. Alors quoi, vous m'avez menti, mais en plus, quand je vous le montre, vous me mentez encore en inventant des raisons de me mentir. C'est du mensongeception. Et on a un peu l'impression d'être pris pour des cons. Conclusion. Nos traditions sont moins basées sur la raison que sur l'habitude. Et si nous les perpétuons, c'est que cette habitude nous pétrit. Nous avons fait avec toute notre vie et voyons le dénonciateur comme l'annonce d'un déséquilibre qui ose remettre en cause ce qui a toujours été. En fait, nous inventons même des raisons pour justifier nos traditions. Nous rationalisons nos coutumes et nos accoutumances. Or, elles ne sont que mensonges rétroactifs et justifications a posteriori. Et de cette double tromperie, aux autres, comme à nous-mêmes, naissent les suppléments de mensonges. Le supplément de mensonge est l'ajout du poids des ans à l'illusion initiale. Le mensonge est crédibilisé, puis légitimé par sa durée. En bref, si ça marche assez longtemps, ça finit par devenir vrai. Merci à toutes et à tous pour votre oreille attentive, ou vos oreilles attentives si vous en avez deux. C'était le 9e épisode du Space Mountain, consacré à Friedrich Nietzsche et son gai savoir, paragraphe 29, supplément de mensonges. En attendant le prochain, allez vite écouter les autres épisodes, c'est une habitude à ne pas perdre, c'est Freddy qui l'a dit. Je vous retrouve très vite.